Aujourd'hui, c'est l'occasion, avant d'assister à la danse inclusive, au spectacle de danse inclusive par des établissements médico-sociaux et des établissements scolaires de danse partagée. On va aussi parler de l'avenir de cette charte. Quel est l'avenir? Comment est-ce qu'on inscrit cette charte dans la perspective d'héritage des Jeux olympiques, des Paralympiques? Et comment est-ce que cette charte, elle peut vivre dans différents milieux? Et c'est l'objet de notre table ronde, c'est l'objet de la table ronde à laquelle on va assister à présent, avec Jean-Christophe Minot, Juliette Pinon, Manon Relier, Hugues Roland, Jérôme Rousseau et Muriel Van de Capelle-Cyclis, que je présenterai plus précisément à chaque prise de parole pour que vous n'oubliez pas à quelle organisation ils appartiennent. Et je vous invite à venir me rejoindre ici et je remercie encore une fois tous les intervenants qui ont fait ces belles introductions avant cette table ronde. Je vais d'abord donner la parole à Juliette Pinon, qui est chargée de mission Jeux olympiques et paralympiques 2024 à l'URIOPS Île-de-France. Donc l'URIOPS Île-de-France qui a été également un grand soutien dans l'élaboration, la rédaction, la promotion de cette charte. Et donc, Juliette, comment l'URIOPS Île-de-France compte faire vivre cette charte? Quel est le sens de votre engagement dans la promotion des sports, enfin de l'accueil et de l'accompagnement dans le sport pour les personnes en situation de handicap, que ce soit du sport partagé, du handisport ou du sport dans les établissements médico-sociaux? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je m'appelle Juliette Pinon et je représente l'URIOPS. Donc, c'est une fédération qui regroupe des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires qui sont privés non lucratifs. Et je crois que c'est un élément important puisque, quelque part, c'était une première base commune. C'est-à-dire que ce sont bien les associations, les fondations, c'est ce secteur privé non lucratif ou associatif qui va porter maintenant cette charte. Et je crois que c'est une première base, en tout cas pour nous, au niveau de l'URIOPS. La raison pour laquelle cette charte nous a tout de suite parlé, c'est que dans le cadre des établissements socio-médico-sociaux, donc qui vont œuvrer en fait au quotidien avec des personnes en situation de handicap, on peut citer APF, on peut aussi citer des associations qui vont être plus petites comme la résidence sociale. Voilà, ce sont des structures qui sont très hétéroclites, très hétérogènes. Cependant, il y a un espèce d'a priori qui existe sur le fait que dans ces établissements-là, on ne pratique pas de sport. Ce qui, quelque part, n'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt qu'on va le pratiquer différemment, en ce sens qu'on va avoir des activités en interne avec des professionnels qui s'appellent des éducateurs et des éducatrices sportives. Et il se trouve qu'on en a de moins en moins des personnes et des professionnels qui s'occupent de cette dimension-là. Et c'est un élément aujourd'hui qui est extrêmement, finalement, prégnant et extrêmement douloureux pour beaucoup de professionnels dans ce secteur-là. Ce qui se passe, c'est qu'au-delà de l'interne, évidemment, avec le tournant dit inclusif des établissements sociaux, médico-sociaux, on ne va pas seulement développer le sport en interne, on va aussi aller vers l'extérieur. Et c'est là où cette charte, pour nous, c'est une ressource. Le mot a été dit tout à l'heure et c'est vraiment le sens de notre engagement au niveau de la charte. C'est que finalement, les professionnels du soin et de l'accompagnement vont faire feu de tout bois. Ils vont avoir besoin de la FSGT, par exemple, pour faire des pratiques partagées. Ils vont avoir besoin du handisport lorsqu'il y a besoin parfois de pratiques entre pairs. Ils vont avoir besoin du sport adapté, qui est aussi un acteur qui est important dans la scène sportive. Ils vont avoir besoin des fédérations unisport parfois. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous anime et qui, je crois, ressort dans cette charte-là. C'est l'idée que le handicap est de manière générale, en fait, un élément qui nous amène plutôt à travailler ensemble et à être créatifs dans les pratiques. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de porter. Et du coup, très concrètement, au niveau de la manière dont on fait vivre cette charte, la première chose, c'est, je pense que vous avez vu qu'il y avait 2 versions de cette charte. Une charte qui est donc en facile à lire et à comprendre, c'est le grand format. Donc ça, on a pu travailler grâce à Sébastien avec un ESAT. Donc ce sont des travailleurs qui vont avoir un handicap cognitif et ce sont eux qui ont fait la traduction facile à lire et à comprendre. Donc en fait, c'est une manière de communiquer écrite, qui permet justement de s'adresser à un plus grand nombre. Ce sont des caractères qui sont écrits un peu plus gros, avec des phrases plus courtes, etc. C'est
un premier pas, ça paraît un peu anodin, mais en fait, c'est un élément qui est important parce qu'une charte, ça doit aussi être lu par les premières personnes concernées. C'est ça qui nous intéresse. Ça doit pouvoir être approprié par les professionnels pour qu'ils puissent donner un document matériel aux personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes s'en emparer. Donc c'était un élément qui était important pour nous. Et la deuxième phase de ce travail-là pour nous, ça va être donc de continuer ce qu'on fait déjà, à savoir des groupes locaux de réflexion avec des professionnels du social, du médico-social dans différents départements franciliens, justement pour comprendre les blocages, les freins, mais aussi les solutions qui existent. Il y a des équipements qui sont encore inaccessibles actuellement en Ile-de-France, tout le monde le sait, c'est un constat entièrement partagé, et je pense que les jeux justement là-dessus, il va pas falloir louper le coche, très clairement, notamment avec le pôle régional d'inclusion métropolitain qui va se construire en Seine-Saint-Denis. Donc je pense que c'est aussi un pôle qui peut être intéressant. Et du coup, tout ça m'amène à dire que cette manière de faire vivre, ça va être en fait d'être au plus proche des professionnels, mais aussi des personnes accompagnées, avec qui on va notamment essayer de partager cette charte dans le cadre des CVS. Donc ce sont des conseils de vie sociale qui sont constitués de personnes accompagnées et justement qu'on va consulter sur l'ensemble des thématiques. Donc ça peut être sur le sport, sur les loisirs, etc. Donc ça va être notre manière d'agir. Et je voulais juste terminer sur une dernière chose. On a parlé tout à l'heure des effets délétères, ou en tout cas des méga événements qui nous interrogent comme modèle et également dans leur persévérance à long terme. Il me semble important de dire que cette charte est très axée sur la dimension finalement handicap, sur le secteur handicap qui est très mis à l'honneur dans le cadre des méga événements et en particulier des Jeux de Paris 2024. Il n'empêche qu'au niveau de l'URIOPS, nous représentons aussi des établissements qui œuvrent auprès des personnes âgées, qui œuvrent auprès des personnes qui sont en situation de migration, en situation de précarité. Et je voulais juste avoir un petit temps peut-être pas d'alarme, mais en tout cas de réflexion sur ce qui se passe actuellement en Seine-Saint-Denis avec la mise en place de ces jeux. Nous, on a déjà eu des retours d'hôtels sociaux qui vont être déconventionnés, puisqu'ils vont être récupérés dans le cadre des jeux. Donc ce sont des choses qui semblent un peu éloignées de cette charte, mais je pense qu'il est important d'évoquer aussi aujourd'hui. On est là entre associatifs, entre acteurs publics, etc. Et finalement, on parle de soins, de vulnérabilité, d'inclusion, etc. Je crois qu'il faut arriver aussi à avoir une vision encore plus globale et à s'interroger là-dessus. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Juliette Pinon de nous inviter à avoir cette vision plus globale. Quand on parle d'inclusion, effectivement, on ne va pas mettre de nouvelles frontières aux personnes qu'on inclut et qu'on exclut. Enfin, donc, c'est une démarche qui est intéressante. À présent, on va écouter Marion Relier, qui est directrice régionale adjointe de l'Académie de Créteil pour l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, qui fait énormément de choses en termes de sport partagé, de handisport. Et nous allons à présent entendre Marion Relier qui va nous parler de ces initiatives et de la manière dont la charte peut vivre au sein de l'UNSS. Bonjour, effectivement, donc, je représente aujourd'hui Monsieur Vauzeil, qui ne pouvait pas être présent, qui est directeur national adjoint de l'UNSS. Effectivement, ma présence représente également les UNSS de Versailles et de Paris, puisque nous sommes 3 académies pour représenter l'Île-de-France. L'idée, en fait, d'être présent sur cette table ronde, c'est de vous présenter également ce que peut faire le sport scolaire pour rendre accessible à tous et à toutes l'activité physique et ou la compétition, puisque notre cœur de métier, c'est bien la rencontre au-delà de l'aspect compétitif uniquement. Donc nous sommes une fédération multisport, c'est-à-dire que nous proposons à l'ensemble des élèves qui sont en collège ou en lycée, mais également à des élèves qui sont affiliés chez nous et qui sont en structure spécialisée, différents types de pratiques. Et là-dessus, la chance que nous avons effectivement d'être multisport, c'est d'avoir la main pour pouvoir créer et innover de nouveaux temps de pratique. Donc notre objectif, bien sûr, c'est de former les citoyens à travers notre axe qui s'appelle AIRE, accessibilité, innovation, responsabilité et éducation. Donc à travers ces 4 mots, ça permet de résumer un petit peu notre action. Et dans ces 4 mots, il ne faut pas voir
l'accès uniquement pour les personnes en situation de handicap. Effectivement, l'inclusion, elle est générale et les élèves en situation de handicap sont aussi présents dans l'innovation, la responsabilité et l'éducation. Donc effectivement, il y a un petit clin d'œil à Cyril d'Orléans qui est enseignant à Neuilly-sur-Marne et très très engagé, qui a porté également, qui a été à vos côtés dans l'écriture de cette charte et qui est très engagé chez nous à l'UNSS pour que ce soit les aspects de compétition ou les aspects de promotion du parasport. Nous, les enjeux, effectivement, c'est de rendre accessible et de permettre aux élèves, à tous les élèves, de pousser les portes des gymnases et de venir pratiquer le sport ou les sports qui lui permettent de grandir. Pour cela, nous avons plusieurs mises en œuvre, parce qu'une seule mise en œuvre serait extrêmement restrictive, et donc effectivement, nous avons plusieurs portes d'entrée pour réussir à rendre accessible le sport à tous. Ça passe assez bizarrement, non pas que par la pratique, mais aussi par de l'aide à l'accès au matériel. On est sur un public qui a des besoins spécifiques. On est sur des temps de sensibilisation qui nécessitent du matériel spécifique. Et effectivement, au niveau de l'UNSS Créteil, donc de l'Académie de Créteil, nous avons investi, on va dire ça comme ça, dans des fauteuils, dans des matériels parasport, boccia, goalball, etc., de manière à ce qu'on puisse prêter ce matériel aux associations sportives des collèges et des lycées pour différents types. Des fois, c'est pour des projets longs et des projets structurés, mais c'est aussi parfois pour de la sensibilisation et des one-shots de découverte de pratiques parasportives. Donc ça, c'est un point qui est assez important parce que en fait, le matériel, il n'est jamais au service, il est toujours dans les collèges et les lycées. Et il y a une forte demande, donc on voit bien que les mentalités changent. Bien sûr, notre cœur de métier, c'est la rencontre sportive, et donc nous avons plusieurs manières d'amener l'élève en situation de handicap à rencontrer les parasports et le sport de manière générale. Nous avons bien sûr le format sport partagé qui a été évoqué tout à l'heure, qui est chez nous le format compétitif, qui est le plus inclusif possible, puisque les équipes de sport partagé sont constituées d'élèves valides et d'élèves en situation de handicap qui se rencontrent autour d'une même activité. Donc ça peut être n'importe quelle activité sportive, il n'y a pas de barrière. Et c'est à nous, enseignants d'EPS et experts de l'activité, de nous adapter et de mettre en place des compensations, qu'elles soient matérielles, les différentes possibilités didactiques que nous offrent les activités sportives, de manière à rendre la formule de compétition équitable. Mais ce n'est pas à l'élève de rentrer dans une classification, c'est plutôt à nous de nous adapter. Donc ça, c'est le format sport partagé qui existe. Et effectivement, il existe à tous les niveaux, de l'association sportive, donc oser passer les portes, ou que le prof de PS vienne vous chercher pour vous dire l'association sportive est également ouverte pour les personnes en situation de handicap, jusqu'aux organisations UNSS, départementales, académiques, ou voire même nationales. L'année dernière, 230 équipes ont pu participer au championnat de France de sport partagé dans toutes les activités que nous pouvons proposer. Nous avons également un programme qui a été mis en place avec mes collègues de Paris et de Versailles, mais également avec le comité FFH et la Ligue FFSA. Ce sont les journées Parasport et moi. Ça, c'est un nouveau programme effectivement qu'on a lancé sur l'initiative de Julie Ruel de la FFH, de la FFSA, qui nous a dit est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une rencontre par mois partout en Île-de-France sur des activités différentes. Sur la période Covid, on a quand même réussi, malgré les non-brassages et les difficultés pour sortir, à en organiser 3. Cette année, on est sur un gros lancement, on manque de dates, et le public est au rendez-vous. Donc effectivement, une fois par mois, on propose dans un département d'Île-de-France une activité, soit sport partagé, soit parasport, de manière à répondre à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des initiatives. Nous avons aussi, et cette charte le montre bien, le plus important pour le secteur du handicap, c'est la mise en relation. Je vais être un petit peu peut-être conflictuelle, mais je peux très bien organiser une compétition de basket toute seule. On a la prérogative de le faire et je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour le faire. Sur le handicap et le sport partagé et le parasport, on est beaucoup plus fort quand on est ensemble. Et ça, on s'en est rendu compte, et c'est quelque chose c'est un dossier chez nous qui met en relation les gens. Et cette charte, effectivement, aujourd'hui signée par plusieurs personnes, montre bien cette obligation pour réussir d'être ensemble. Et donc, effectivement, on a plusieurs partenaires, et c'est ce qui fait la richesse de notre réussite au niveau du sport scolaire et de l'inclusion.
Bien sûr, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, ne serait-ce que par la formation des enseignants, car les enseignants d'EPS n'ont pas forcément une formation spécifique pour ce public et c'est souvent un frein. Donc effectivement, cette année, nous avons mis en place, et tous les ans, nous allons en mettre de plus en plus, des formations spécifiques sur les parasports. La semaine dernière, nous avions donc 20 collègues qui faisaient du volley assis et qui découvraient cette activité parasportive. Le 1er décembre, nous avons une formation spécifique de sport partagé, encore une fois avec 20 collègues. Donc on voit qu'il y a de l'enthousiasme, on voit qu'il y a de la motivation et on voit que la formation, c'est un secteur vraiment qui nécessite d'être travaillé. Et je suis sûre qu'avec la signature de cette charte et tous les partenaires présents dans cette salle, on sera plus forts ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup Marion Relier. On avait assisté à une compétition de sport partagé avec quelques collègues de l'Espace éthique Île-de-France et c'est vrai que ça nous avait beaucoup plu. On avait trouvé qu'il y avait une ambiance très amicale, c'était très sympathique et puis on voyait vraiment la pratique sportive de terrain, les liens entre les différents élèves qui pouvaient se nouer. On avait trouvé que c'était très intéressant et très enthousiasmant de voir ça. Alors, vous avez ouvert sur la formation des enseignants. Alors, on va écouter à présent Hugues Roland, secrétaire général adjoint de la conférence des directeurs et doyens du FR STAPS. Et on va voir, grâce à vous, que effectivement, dans la formation, dans la recherche, dans les STAPS, on parle beaucoup de sport partagé, de handisport et de pratiques sportives adaptées. Merci pour ce passage de relais. Donc en effet, les STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. On est organisme de formation au sein de l'université. Donc 60 structures en France qui forment au métier du sport, à tous les métiers du sport. Et donc vous m'avez demandé de répondre à trois grandes questions finalement. Donc pour commencer sur les enjeux, les enjeux de cette charte, et notamment dans l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc pour nous, le premier enjeu, c'est améliorer et accentuer les impulsions qu'on peut avoir au niveau de la formation et de la recherche. Alors la formation, c'est très simple aujourd'hui. On a une formation à PASS, activité physique adaptée santé. Donc on forme à ces métiers-là. Vous en manquez, venez taper à la porte de la C3D STAPS. On forme des corps d'enseignants APA tous les ans à niveau Bac+3. Et donc vous allez pouvoir trouver de la ressource sans aucun problème. Et donc il y a le côté formation, donc à niveau Bac+3 et Bac+5, et aussi à la recherche. Et à la recherche, donc la recherche, c'est aussi une des dimensions pour nous qui est fondamentale. Hein. Donc on a deux piliers, c'est la formation et la recherche. Donc professionnaliser dans ces deux registres-là, et puis former de la ressource, former de la compétence. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est à travers les STAPS, finalement, c'est diffuser au sein des universités cette question-là et cette problématique-là dans toutes les manifestations qui sont proposées dans les universités. Donc ça, c'est un premier point. Et notamment, ça va passer par la promotion du sport et des activités physiques sportives adaptées. Je fais un petit peu la nuance entre la notion de sport et la notion d'activité physique au sens large. Le sport est inclus dans l'activité physique au sens large. Et donc, ça va passer par, et notamment la FFSU, qui est le prolongement naturel de l'UNSS dans le secondaire. Et ça, donc, c'est l'idée de sensibiliser à la prise en compte des publics en situation de handicap à l'échelle de l'université. Nous, on le fait déjà hein, dans nos formations STAPS. On accueille des étudiants en situation de handicap. On adapte leur formation, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent se professionnaliser. Et on y arrive. Donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire à l'échelle de l'université. Et puis il y a un des enjeux fondamentaux pour nous, c'est l'approche compétence dans le métier. C'est sécuriser l'accompagnement et l'encadrement des pratiques pour ces publics-là, que ce soit des pratiques adaptées, inclusives ou partagées. Et donc pour nous, on se bat là-dessus hein, au quotidien et on porte ce message-là auprès de nos instances institutionnelles au niveau des ministères, des différents ministères, parce qu'il y a pas mal de ministères qui sont
qui sont concernés par ça. Le ministère de l'Enseignement Sup via évidemment les formations STAPS. Mais nous, on a affaire à une certaine concurrence, finalement, avec d'autres formations qui, en quelques jours, vous sortent des diplômes en sport santé, en sport adapté. Nous, c'est un licencié, c'est 1500 heures, hein, c'est 3 années de licence. STAPS, c'est 1500 heures. Bac plus 5, vous rajoutez 1000 heures. Donc, voilà, nous, on se bat pour cette approche compétence et donner des prérogatives en fonction des compétences. Ça nous paraît des prérogatives d'encadrement et d'intervention en fonction des compétences acquises. Donc ça, évidemment, on se bat là-dessus et on fait passer ce message-là. Et puis, donc, des compétences qui s'acquièrent donc, évidemment en formation initiale, mais aussi en formation continue, avec ces notions de blocs de compétences qu'on pourra venir chercher de plus en plus facilement à l'université désormais. Donc ça, c'est le sens de notre message. Alors ça passe notamment, il y a un consortium national de l'activité physique adaptée et de la santé. On en fait partie. Il y a une fiche nationale de l'enseignant APA. Donc aujourd'hui, ces éducateurs, en fait, s'appellent aussi officiellement les enseignants APA. Donc il y a une fiche qui a été rédigée par ce consortium national, une fiche qui définit un petit peu les compétences, et je vous invite à vous retourner vers ces fiches-là pour aussi sécuriser ce parcours et ces activités-là, et ça me semble complètement très important. Et puis aussi, il y a l'enjeu, c'est au sein des universités et hors des universités, c'est créer du lien avec les MDPH, avec les territoires, pour pouvoir, et les différents acteurs, pour pouvoir organiser, structurer cette pratique-là. Le sens de notre adhésion, le sens, il a finalement, au départ, c'est une évidence. Ça a été une évidence. Vous avez travaillé au départ avec quelques collègues des STAPS, et nous, au niveau de la conférence des directeurs, ça a été aussi quelque part une petite évidence de se dire qu'il fallait non pas réduire ça à quelques unités, à quelques composantes, mais le faire à l'échelle nationale. Je veux dire, le concept d'APA, il est rentré à la section CNU, donc de l'université en 1992 chez nous. Donc le concept d'APA, il est là, il est intégré dans nos formations, dans nos problématiques depuis le début des années 90. Et puis le sens de notre adhésion, ça va être aussi quelque part, c'est la jonction avec la manière dont on va vouloir le faire vivre. Donc la faire vivre, cette charte, c'est au-delà de la dimension APAS. Et je rejoins un peu vos propos, parce que c'est vrai, moi aussi au départ, je le suis toujours d'ailleurs, je suis enseignant d'éducation physique et sportive, même si aujourd'hui je suis directeur de la composante STAPS de Bobigny, donc à côté. Donc c'est diffuser ces contenus de formation et de recherche à l'ensemble des mentions. Parce qu'en STAPS, on forme grosso modo dans 5 mentions. Vous avez la mention activité physique adaptée santé, donc là c'est tout naturel, et je vais pas développer ça, on forme des enseignants APA. Vous avez donc la dimension éducative, on forme des professeurs d'éducation physique et sportive, et aujourd'hui, c'est une réalité. Les contenus de formation pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, elle n'est pas assez poussée, voire inexistante dans certains cas. Donc il faut qu'on a un vrai travail à faire dans ce registre-là, mais c'est aussi dans l'entraînement sportif, au niveau de la formation des coachs et des entraîneurs. C'est aussi en management, on a une mention en management, et puis on a aussi une mention en ergonomie. Donc c'est diffuser ces problématiques-là au-delà de la mention APAS. Et puis, on va la faire vivre aussi avec donc l'idée on a différents événements. Nous, nos étudiants, ils participent, j'allais dire toutes les semaines, à des manifestations organisées, Intégrathlon et ceci et cela. Donc, il y en a des dizaines. Donc, on signe des conventions aussi avec des partenaires. C'est l'occasion aussi. Et donc, on va la faire vivre. Et puis, localement, pour conclure, un dernier mot. Localement, donc moi, je suis directeur à Bobigny. Et donc, Bobigny, on va accueillir le Prisme. Et donc, le Prisme, donc le pôle de référence inclusif sportif métropolitain, donc à Bobigny, au stade de la Motte, en face de notre campus, en fait, on a juste la rue à traverser. Et donc, ce Prisme, pour nous, va être un outil fantastique, un espace extraordinaire
On a inauguré il n'y a pas si longtemps que ça la première pierre, donc c'est en route, livrable 2023, fin 2023, et donc je pense qu'on rentrera dedans tranquillement en 2024, hein, toutes et tous, parce que évidemment ça va être un lieu de pratique partagée, donc pour tout à chacun, pratique inclusive, pratique handisport, et donc ça va être aussi un lieu de formation et de recherche. Donc nous, l'université Sorbonne Paris-Nord, et en particulier son STAPS, on va investir ce lieu pour encore mieux former, si c'était possible, hein, c'est un petit clin d'œil, et en tout cas développer la recherche dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. On voit comment sont intriquées les dimensions de création d'infrastructures, de formation, de recherche pour modifier les pratiques de terrain. Donc, on voit qu'on est toujours dans des situations qui sont complexes finalement, dans une forme de complexité, et qu'il n'y a pas une seule réponse, mais il y a plusieurs réponses conjointes qui doivent être trouvées pour avancer vers des pratiques davantage inclusives dans le domaine des activités physiques et sportives. Et il y a une dimension associative aussi de clubs sportifs de terrain qui est très importante à prendre en compte. Et Jérôme Rousseau, qui est président de Novosport Association et également étudiant en STAPS, qui va nous parler de son association et de son action de terrain. Oui, bien, bonjour, excusez-moi. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, Jérôme Rousseau, je viens tout juste d'être diplômé d'un master événementiel, loisirs et sportif. Et on a fondé il y a 2 ans l'association Novosport. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, bon, il y a des choses très bien qui sont faites par la FFSA, par la FFH, mais est-ce qu'on ne pourrait pas finalement essayer d'imaginer ensemble et d'appuyer sur les compétences des professionnels en activité physique adaptée de nouvelles créations. Donc, quand on parle de nouvelles créations, c'est-à-dire des choses très simples, hein, pour être très concret, on va réinventer le sport, on va appuyer sur les compétences de chacun et de chacune pour mettre en avant et faire corps. Donc quand on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il faut prendre un bout de papier et dire ok, quels sont les besoins de chacun et avoir du matériel. Et ce qui était vraiment important pour nous, donc actuellement sur Nanterre Université, on a des pratiques les lundis et les mercredis soirs, et c'est de se dire, comme ce qu'a fait l'UNSS, et je salue parce que voilà, j'étais moi-même engagé là-dedans quand j'étais collégien et lycéen, c'est de se dire, c'est super, mais à l'université, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette même structure et cette chose, en tout cas qu'on appelle sport inclusif, parasport ou pratique entre pairs, pour proposer ce type d'activité. En tout cas, la conclusion que j'en fais, c'est qu'aujourd'hui, je suis diplômé, on est une équipe de 14, on a quand même réussi en 2 ans à mettre ce type de pratique sportive sur Nanterre Université. Donc nous, ce serait avec bonheur, et on travaille avec la NESTAPS qui est présente ici, pour se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas justement créer ce mouvement et mettre en avant ces activités sportives inclusives un petit peu partout en France. Et puis, il y a peut-être un enjeu qui n'a pas été abordé, qui est quand même la Fédération française de sport en entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est étudiant, en tout cas, je l'espère, on va travailler. Et est-ce qu'on ne pourrait pas également proposer ce genre d'activité tout en respectant l'identité de chacun ? Je crois que c'est ce qui est important. Et juste, voilà, quelques mots là-dessus, sur cette charte. Ce qui est important pour nous, c'est d'appuyer sur de grands groupes qui vont respecter cette charte et aller voir les entreprises pour dire, voilà, nous sommes engagés dans ce sens-là. Et j'aimerais appuyer sur une chose, et je l'espère que ce sera fait avec la charte éthique, c'est voilà, ces aidants et ces personnes qui sont tout autour, et la FFH le sait très bien, c'est tous ces bénévoles qui accompagnent, qui enlèvent le manteau, qui emmènent aux toilettes, ou en tout cas, voilà, ce petit geste qui va faire toute la différence. Nous, c'est pour cela que le sport inclusif est important, c'est que finalement, on ne vient pas qu'en tant qu'accompagnateur, mais aussi en tant que participant. Donc voilà, je vous remercie, et j'espère en tout cas, on voit qu'il y a une évolution, mais on a besoin des anciens et je pense des nouveaux pour aller de l'avant. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Jérôme Rousseau. On voit qu'il y a aussi des petites choses qu'on peut faire. Enfin, vous disiez enlever le manteau, ça semble tout naturel, mais
Encore faut-il y Non, penser? non, c'est pas naturel. Faut-il Généralement, les gens qui exactement. font de la boccia, des sports comme cela, c'est des gens qui sont grandement handicapés et donc ont obligatoirement besoin d'aide. Et ces gens, ces personnes qui sont là bénévolement, n'ont pas de statut, ce qui n'est pas normal. Donc, vous avez commencé à entendre l'intervention Moi. de Muriel Van de Capelle, cycliste, qui est vice-présidente de la Fédération Oui, il m'a française ouvert la handisport. porte parce que c'est des choses que l'on vit tous les jours, quoi. Donc effectivement, et on vit ça depuis 40 ans, quoi. Et c'est très peu évolutif. Alors moi, je suis Muriel Van Capelle, cycliste. Je représente Madame Guylaine Vestelin, qui est la présidente de la Fédération française handisport. Et je suis également ancienne athlète de haut niveau handisport. Donc je sais de quoi je parle quand je parle des jeux, puisque j'ai fait 4 jeux et que j'en ai participé à 10. Donc le sens de la participation et de l'engagement de la signature de cette charte pour la fédération, c'est que cette fédération va fêter ses 70 ans en 2024. Et donc c'est sa mission. Donc c'est une évidence pour nous de prendre part à cette charte, puisque le sens de la charte, son objectif, c'est l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées dans les activités physiques et sportives. Et c'est bien notre vocation, c'est notre job, quoi. Donc, oui. C'est la mission d'utilité publique. C'est participer à ce collectif est très stimulant et encourageant. En fait, maintenant, la Fédération française handisport, et même je pense que la Fédération française de sport adapté, on se sent un peu moins isolé maintenant, parce que justement, tout le monde s'y met. Voilà, il n'y a pas que nous, et tant mieux, tant mieux. On ne jalouse pas, au contraire. Du moment qu'on s'unisse tous, moi je trouve ça génial. Et puis là, cette charte est tout à fait dans tous les points en harmonie avec nos grandes valeurs de la Fédé, nos 3 grandes valeurs. D'abord la singularité, parce qu'il est essentiel en fait de prendre en compte les particularités des pratiquants pour les accueillir et qu'ils puissent bénéficier d'une offre sportive sécurisée et adaptée à ses capacités. Je reviens à la formation des STAPS, très importante, et justement une formation vraiment adaptée, et pas en 15 jours effectivement, mais une vraie adaptation, parce que c'est important. Si on veut garder les personnes, ils sont déjà handicapés, alors si en plus vous les esquintez derrière par des mauvais gestes, des mauvaises façons, c'est clair que ça ne va pas aller. Et cette approche individuelle est forte dans la charte et essentielle pour ne pas globaliser en plus et aborder le public en situation de handicap comme un tout sans nuance. C'est ça le sport partagé. Sur ce point, nous rappelons souvent, alors moi je dis tout le temps, l'inclusion ne se décrète pas, elle se construit. L'inclusion dans la vraie vie, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, elle n'existera jamais, parce que nous avons nos spécificités, nous avons notre handicap et on doit gérer notre handicap. Et on ne peut pas demander à tout le monde d'être au même niveau que nous. Et nous, on ne peut pas être au même niveau que tout le monde. Quand vous avez des escaliers, vous avez des escaliers. Quand vous avez des très vieux bâtiments à Paris, très difficile de demander à ce qu'ils soient accessibles. Donc, dans la vie quotidienne, je peux vous le dire, l'inclusion n'existe pas. Quand vous allez faire vos courses, vous vous en rendez vite compte. Quand vous faites du sport, c'est pareil. C'est ainsi. Ça a beaucoup progressé, puisque moi, ça fait 40 ans que je suis en fauteuil, donc je peux vous dire que ça a énormément progressé en termes d'éducation nationale, ça a énormément progressé, même s'il y a encore beaucoup à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de parents qui sont obligés de se battre, beaucoup de personnes en situation de handicap, pour intégrer ne serait-ce que l'école primaire, c'est compliqué. Et après le collège, le lycée et les études supérieures. Vous avez énormément de personnes en situation de handicap qui abandonnent les études parce qu'ils n'en peuvent plus. Les parents n'en peuvent plus de se battre. Voilà, c'est la vérité. Moi, je l'ai vécu en tant qu'étudiante puisque j'ai eu mon accident à 15 ans. Donc, j'ai vécu toute cette période-là. C'était très compliqué et je me rends compte que tant d'années après, c'est toujours pratiquement aussi compliqué. C'est la réalité de la vie. C'est pour ça que moi, l'inclusion, c'est un mot. Je sais que les gouvernements, les politiques aiment ce mot. Moi, je leur dis sans arrêt, elle n'existe pas. Venez faire les courses avec moi, venez. La culture, elle n'est pas accessible la plupart du temps pour les personnes handicapées. Là, c'est une salle incroyable qu'elle soit accessible. Mais la plupart des théâtres, allez dans les théâtres, allez dans les cinémas. Vous avez donc des gens qui vous acceptent avec beaucoup de gentillesse, mais vous en avez qui vous refusent pour des raisons de sécurité, etc.
Voilà, c'est ça la vie des personnes en situation de handicap. Alors, après, je vais continuer. Maintenant, c'est mes petits commentaires. Alors, une autre valeur de la FFH, c'est l'autonomie aussi, parce que les bienfaits du sport dans le parcours d'une vie d'une personne en situation de handicap, c'est lui permettre de développer ses capacités physiques et d'améliorer son indépendance. Et ça, c'est essentiel, parce que souvent, on ne l'apprend pas, ça, dans les centres de rééducation. On apprend l'essentiel, c'est-à-dire se remettre dans un fauteuil, mais on n'apprend pas l'indépendance, l'autonomie, c'est pas vrai. Quand vous sortez d'un centre de rééducation, vous n'êtes pas autonome, c'est pas vrai. Et le sport vous l'apporte, ça, l'autonomie. Et la troisième valeur de la fédération, c'est bien entendu l'accomplissement. L'accomplissement par le sport, l'épanouissement par le sport, mais aussi le sport permet aussi l'épanouissement, souvent nous amène à l'intégration professionnelle. Et ça, c'est important. L'épanouissement d'une personne en situation de handicap, c'est le sport, mais c'est également le travail, c'est la vie sociale, tout simplement. C'est bien beau de faire du sport, mais si vous ne pouvez pas bosser alors que vous avez fait des études, voilà, il en parlait, c'est évident, c'est une frustration incroyable. Alors que souvent, les chefs d'entreprise, et de ce que j'en ai rencontré, j'en rencontre encore, ils sont pleins de bonne volonté, seulement ils sont pleins d'a priori. Et quand ils voient une personne, alors moi, une personne comme moi, ils ont plus aucun doute. Moi, je travaille dans une grande entreprise qui s'appelle IBM France. J'ai aucun souci. Au contraire, ils ne voient même pas mon fauteuil. Donc, mais vous avez des personnes avec un handicap beaucoup plus lourd, beaucoup plus important, qui intellectuellement sont supérieurs et nettement supérieurs à moi et qui n'arrivent pas à trouver de boulot parce qu'ils ont un handicap lourd. Et vous avez aussi les handicaps non visibles, les handicaps psychiques, les sourds. Et c'est des handicaps qui sont très très pesants et qui ne sont pas toujours reconnus dans la vie sociale. Donc il faut pas l'oublier. Et dans le contexte des Jeux 2024, des changements de l'écosystème, c'est le moment d'intensifier ces messages et de les faire collectivement, faire passer tous ces messages. Pour ça, la charte va dans ce sens. Et cette charte est pour moi très humaniste. Très, très humaniste. Alors, comment la faire vivre dans notre mouvement ? Eh bien, nous avons des tas de réseaux sociaux, et notamment, moi, je pense qu'on va la faire, on va la diffuser, et je vais prendre mon bâton de pèlerin pour en parler dans les clubs, parce que c'est dans les clubs qu'il faut aller, c'est là que ça part. Et justement, pour que des clubs se créent, parce que pour que les personnes en situation de handicap fassent du sport, il faut des clubs de proximité. Parce que les gens ne font plus 1 heure de voiture que 2 heures. Club de proximité. Club de proximité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des dirigeants. Et les dirigeants, quelle place on leur donne dans notre société ? Pas beaucoup. Donc, il faut aussi se battre pour que ces dirigeants aient un statut. Un statut et qu'ils soient valorisés, reconnus, mais valorisés. Parce ils ont beaucoup de charges administratives, mais très peu valorisées. Donc voilà, on a du mal à trouver des gens qui s'engagent et s'investissent dans des clubs. Et ça, on a besoin de clubs de proximité. Vous savez, la pandémie, ça nous a fait révéler une chose, c'est qu'on a mis en place à la Fédération française handisport des activités via Zoom, quoi, et notamment la danse. Alors moi, je parle toujours de danse, c'est pour ça que vous allez en avoir tout à l'heure, parce que je suis une ancienne danseuse et je suis une passionnée de danse. Et pour moi, c'était une évidence, il n'y a pas plus inclusif que la danse. Il n'y a pas, on peut tous danser ensemble. Et c'est une expression, on s'éclate avec la danse. Et on a fait de la danse via Zoom, je vous assure, de la Zumba et tout. Et j'ai découvert des gens, plein de gens, alors on était des fois à 200 sur le site. Et j'ai découvert comme ça, alors que moi je pensais que, vous voyez, quand on est bien quand on est accompli soi-même, on a l'impression que tout le monde est accompli, quoi. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne faisaient pas de sport, qui auraient souhaité faire du sport, parce qu'il n'y avait pas de club de proximité, parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre les moyens de transport et tout. D'où la raison de ces clubs de proximité. D'où la raison. Et d'où la raison de la formation par accueillant. D'où cette formation importante, que tout le monde soit formé pour ça. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc cette charte, vraiment, on va la diffuser. Et l'importance de cette charte, c'est qu'elle souligne, elle n'oublie personne. Tout le monde est inclus. Elle tient compte de toutes les formes de handicap. Et je pense bien entendu aux handicaps aussi invisibles. Parce qu'on parle beaucoup des fauteuils,
Mais effectivement, vous avez tous les handicaps invisibles dont j'ai évoqué tout à l'heure, et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Ne pas avoir surtout d'a priori des gens qui vous paraissent peut-être un peu différents, qui sont sur leurs jambes, mais un peu différents, qui ont, on ne sait pas quoi, mais ils ont quelque chose, quoi. Et peu importe, mais il faut en tenir compte. Et puis, je pense aussi à nos amis du sport adapté, bien entendu. Je ne pense pas qu'ils soient représentés ici. Mais voilà, je pense que les handicaps psychiques et mentaux, il ne faut surtout pas les oublier. Si, ils sont là. Et je ne sais pas où ils sont. Bon. Et donc, la FFH est très heureuse d'accompagner, de participer à cette démarche. Et vous remercie vivement toutes celles et ceux qui ont pris part à cette charte. Voilà, c'était les propos de Mme Guylaine Westerling. Voilà. Et voilà, donc, et je voulais remercier Sébastien parce que c'est vraiment, vraiment investi. Il a vraiment maintenu le travail de cette charte pendant la pandémie. On a travaillé par Zoom, on a travaillé par téléphone, mais il a tenu vraiment, il est vraiment incroyable. Hein. Il y en a qui auraient baissé les bras, lui pas du tout. Il a continué. Bravo Sébastien. Merci. Merci. Alors c'est nous aussi, tout le groupe de travail qui te remercions pour toute l'énergie et tout l'engagement que tu as mis et que tout le monde a pu constater, je pense, dans cette salle pendant ton intervention. Alors effectivement, on a essayé d'intégrer toutes les situations de handicap dans cette charte. Donc il n'y a pas, voilà, on ne parle pas que du handicap sensoriel ou handicap moteur. On parle aussi du handicap mental, du handicap psychique, enfin de tous les types de handicap. Et puis la FFSA, donc la Fédération française de sport adapté, s'est aussi jointe à nous et a signé cette charte. Il me semble qu'il y a un représentant, peut-être qu'il pourra nous dire un mot tout à l'heure s'il le souhaite, en tout cas. Et puis à présent, je vais donner la parole à Jean-Christophe Minot, qui est médecin, chercheur spécialiste de santé publique à l'Institut Ciel Bleu, et qui va nous présenter l'importance de ces activités physiques dans un sens plus large, adaptées dans cette structure, dans cette association. Merci beaucoup, Sébastien. Ciel Bleu a participé en fait à la rédaction de la charte avec Colline Le Bolloc, qui est responsable du plaidoyer, qui peut pas être là aujourd'hui. Alors effectivement, le sens de cette charte pour Ciel Bleu, on va dire, il est central, dans le sens où Ciel Bleu, donc c'est une association à but non lucratif, loi 1901, et en fait qui a pour principe en fait trois mots qui sont centraux pour nous, qui sont l'accessibilité, le professionnalisme et l'innovation. Alors, comment ça s'est passé ? Je suis vraiment dans la suite de ce qui a été dit, notamment par mes voisins juste à droite et juste à gauche, puisqu'en fait, Ciel Bleu est né en 1997 avec 2 étudiants qui sont sortis de STAPS et qui voulaient travailler, mais auprès des personnes qui étaient dans des situations de handicap, mais des personnes âgées, c'est-à-dire des personnes qui étaient en EHPAD. Et donc, ils sont allés voir des EHPAD et on leur a dit mais vous êtes fous, qu'est-ce que voulez-vous faire avec ces personnes-là ? Vous avez vu dans quel état elles sont. Elles étaient effectivement en situation de dépendance, voire de très grande dépendance, en fauteuil. Et finalement, à quoi ça sert tout ça ? Donc, ils n'ont pas baissé les bras et en fait, ils ont commencé bénévolement. Donc, voilà, comme souvent, engagés, militants, bénévolement. Ils ont gagné leur vie à côté. Et ils ont réussi, grâce au Conseil général d'Alsace, c'était à Strasbourg, à pouvoir avoir des emplois jeunes. Donc ils ont commencé en emploi jeune et on leur a dit, vous avez 6 mois, vous avez 12 établissements et vous voyez avec eux, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Au bout de 6 mois, il y avait 11 établissements qui ont continué. C'est comme ça que l'association a été créée. Ils ont créé l'association pour pouvoir intervenir auprès des personnes de ces personnes en situation âgées, en situation de handicap et dépendantes. Et un jour, le directeur de la 12e maison les appelle. Donc ils sont très étonnés, ils disent peut-être qu'il va nous demander de continuer, c'est super, etc. Et il leur dit écoutez, j'ai 3 problèmes. Alors ils disent qu'est-ce que vous avez comme problème ? J'ai les dernières nouvelles d'Alsace qui sont à la porte, qui demandent pourquoi vous avez arrêté les activités physiques et sportives adaptées dans la maison.
Alors ils disaient, ah ben, on est désolé, c'est pas nous, etc., etc. Mais en même temps, ils étaient assez contents. Et quel est votre deuxième problème? Ben, mon deuxième problème, c'est qu'en fait, là, j'ai une pétition de tous les résidents, de toutes les personnes, de leurs familles et des professionnels, pour que les activités recommencent. Donc là, ils étaient déjà plus contents, puisqu'ils voyaient que ça marchait. Et votre troisième problème? Eh ben, mon troisième problème, c'est qu'en fait, là, les personnes sont dans mon bureau et qu'ils ont dit qu'ils ne repartiraient pas avant que ça ait recommencé. Donc voilà comment ça a commencé. C'est-à-dire cette idée de pouvoir effectivement permettre aux personnes d'avoir un accès à ces activités physiques et sportives qui soient adaptées à leur situation de vie et qui leur permettent justement de vivre leur vie autrement. Et 25 ans après, en fait, Ciel Bleu est dans toute la France, auprès de 150 000 personnes toutes les semaines, avec 750 salariés qui, là, deuxième mot-clé, professionnalisme, sont tous issus de la filière STAPS-APA. C'est-à-dire formés ou en licence ou en master, avec un professionnalisme en fait issu de cette filière. Alors, pour Ciel Bleu, quel est le sens en fait? Le sens de tout ça, c'est d'abord continuer à travailler auprès de ces personnes qui sont en situation de handicap. En particulier, Ciel Bleu intervient pour 10% des personnes auprès d'établissements, effectivement, qui font partie du RIOPS, etc. Ciel Bleu s'investit aussi à innover, donc c'est le troisième mot, c'est-à-dire à inventer des nouvelles pratiques auprès de ces personnes. Donc, par exemple, des nouvelles pratiques, ça peut être qu'on a développé qui s'appelle de la gym sur chaise ou de la gym autour de la table, qui sont effectivement des activités qui sont possibles. Des activités qui, par exemple, pour des personnes, à nouveau, je reprends l'exemple des personnes qui sont dépendantes en EHPAD, leur permettent à nouveau de pouvoir regagner une forme d'autonomie, c'est-à-dire elles ne pouvaient plus manger elles-mêmes, elles réapprennent ces gestes pour manger, pour s'habiller, pour se coiffer, qui leur changent la vie, en fait. L'innovation, c'est aussi le fait de pouvoir développer, et c'est ce qu'on a essayé de développer notamment au sein de l'Institut Ciel Bleu, avec les personnes, un matériel qui n'est pas un matériel sportif, mais qui est un matériel pour de l'activité physique adaptée, pour de la gym adaptée, qui soit fait spécialement pour elles. Donc on l'a développé avec elles, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, finalement, effectivement, cette charte, c'est le sens quotidien de ce qu'on fait sur le terrain. Alors là, on va un peu plus loin, parce qu'au sein de l'association, là, on vient de lancer toute une démarche justement pour l'inclusion des personnes handicapées au sein même de l'association, c'est-à-dire pouvoir recruter des personnes en situation de handicap, qu'elles puissent travailler au sein de Ciel Bleu, que nos salariés soient encore plus et encore mieux formés. Et puis, le sens aussi de cette charte, c'est que dans le cadre des futurs Jeux Olympiques, on va avoir des projets en fait, de championnat qui existaient déjà au sein de Ciel Bleu, qui étaient organisés notamment dans la région sud-ouest, dans des résidences-services ou dans des EHPAD ou dans des établissements pour personnes en situation de handicap, qu'on va faire en collaboration avec certaines fédérations sportives, donc la Fédération française de rugby, pour que toutes les semaines, finalement, ces personnes puissent être initiées à ce type d'activité physique et sportive de manière adaptée. Et qu'après, ils puissent, en fait, entre établissements, organiser, alors on ne va pas utiliser le mot olympiade, mais en tout cas des championnats, voilà, qui puissent en fait justement leur permettre à l'occasion des Jeux de découvrir ce type d'activité. Donc voilà, donc nous on est vraiment très très heureux d'avoir participé à la rédaction de cette charte. On remercie aussi bien évidemment Sébastien. Et on va continuer à essayer au travers de nos activités quotidiennes à diffuser ces principes et surtout ces pratiques, puisqu'en fait, l'important, effectivement, comme on l'a dit, c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup. Alors, je remercie nos 6 intervenants de cette table ronde qui nous ont montré à la fois la diversité d'applications possibles de cette charte et la synergie entre toutes ces différentes dimensions. Je pense qu'il faut à la fois penser la diversité quand on est dans ce qu'on appelle le champ du handicap. On parle toujours de diversité naturellement entre différents types de handicap, différents types de structures. Et je pense que chacun a sa spécificité qu'il faut comprendre et accompagner, mais il faut aussi penser à un moment donné au point de recoupement entre toutes ces structures, toutes ces activités, pour donner un sens à ces activités sportives et physiques adaptées tout au long de la vie, comme le disait
Jérôme Rousseau, c'est-à-dire que ça commence à l'école, et puis ensuite à l'université, et puis ensuite dans le monde du travail, et puis ensuite jusque dans le grand âge. Donc il faut penser les choses de manière intégrée, et ça, c'est un peu la leçon que je retire de cette table ronde. En tout cas, c'est ce qui me semble important.